Salut à tous. Au sommaire de ce numéro 5 de la 11e saison de Retrovision, nous aurons Forgotten World, Street Fighter 2 Champion Edition, Flipool, Dragon Slayer, et nous terminerons avec Reiki Races. Bienvenue dans Retrovision. Forgotten World, sorti initialement sur arcade en 1988 et qui fut porté sur un très grand nombre de consoles, connut un partage sur Mega Drive de très bonne facture. Et ça tombe bien, car c'est de cette version que nous allons parler aujourd'hui. Pour nous débarrasser de l'histoire, celle-ci se passe dans un futur très éloigné, où un dieu plus connu sous le nom d'Empereur Bios, dont la mégalomanie n'est pas le moindre de ses défauts, a détruit une grande partie de la planète Terre, la transformant du coup en grand désert, aussi connu sous le nom de Dust World. C'est alors que certains habitants de la Terre vont créer 2 super soldats pour leur venir en aide. Ils devront affronter pas moins de 8 dieux qui sont aux ordres du maléfique Bios. Ce n'est pas ce que l'on peut appeler un scénario novateur, mais il est pour le moins efficace. Du moins pour cette version, car les autres conversions ont revu à la baisse le nombre de boss en passant de 8 à 4. Pour la petite anecdote, sachez que pas mal de boîtes du jeu sur micro-ordinateur indiquaient 8 boss, comme le jeu d'arcade, alors que ce n'était malheureusement pas le cas. Mais ne nous arrêtons pas à cela, car la conversion Mega Drive, quant à elle, est identique à la version arcade avec les 8 niveaux. Cette mise en scène n'est bien évidemment qu'un prétexte pour un bon, mais très routinier shoot'em. Mais il a le mérite de proposer un gameplay assez particulier dû à la rotation du personnage pouvant tirer dans tous les sens sans se déplacer. Sur Mega Drive, on peut donc tourner le personnage dans une direction ou dans l'autre grâce aux boutons A et C. Il est fort intéressant de noter au passage que dans les options, l'autofire est activable, ce qui permet de ne pas toucher au bouton pour faire feu. De ce fait, la prise en main demande un petit temps d'adaptation, et il vous arrivera tout de même de vous tromper de sens dans des rotations à un moment donné. Dans le feu de l'action, il faut reconnaître que c'est pas bien évident. Vous devrez donc traverser tout un tas de mondes plus ou moins apocalyptiques, dans un scrolling tantôt horizontal, tantôt multidirectionnel, et pour le dernier niveau, qui, pour l'auteur de cette chronique, est le niveau le plus beau, est un scrolling vertical. Les boss que vous y rencontrerez ont tous des points faibles. Pour les connaître, il vous faudra acheter des indices dans les boutiques dissimulées dans les niveaux. Dans ces fameuses boutiques, vous pourrez donc acheter ces indices, des vies, de nouvelles armes pour votre personnage ou pour le petit drone qui l'accompagne, ainsi que différentes armures et capacités, comme le déplacement rapide, etc. Si vous trouvez Forgotten Worlds difficile, rien ne vous empêche d'appeler un ami à la rescousse, car le jeu propose un mode 2 joueurs, simultané, et contrairement à la version arcade où les 2 joueurs n'ont pas le même type de laser, sur Mega Drive, les 2 joueurs sont à armes égales. Le soft ne perd quasiment rien de la version arcade, qui fut produite par Sega. On retrouve la même ambiance avec des graphismes de bonne qualité. Il faut dire que c'était le début de la Mega Drive. Les sprites sont d'assez bonne taille, et donc le tout, bien que perfectible, reste assez bon. La musique et les bruitages sont en adéquation avec le jeu. La difficulté est au rendez-vous, enfin c'est un tout, le jeu n'est pas facile, et le maniement vient en remettre une couche. Comment ? Un rétrovision sur Street Fighter 2 ? Non mais ils nous prennent pour qui les petits gars de rétrovision là ? Du calme, du calme. Alors oui, on va parler de Street Fighter 2, mais pas de n'importe quelle adaptation, puisqu'on a testé pour vous Street Fighter 2 Champion Edition sur la console 8 bits de NEC, la PC Engine. En 1993, 3 adaptations de la célèbre licence de Capcom sortaient au Japon, et ce, sur les 3 consoles à succès du moment. Il y eut Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting sur la Super Famicom, Street Fighter 2 Plus Champion Edition sur Mega Drive, et puis Street Fighter 2 Champion Edition, sans le plus ce coup-ci, sur la PC Engine. C'est donc la deuxième version du hit arcade et non la troisième qu'on a choisi d'adapter sur la 8 bits de NEC. Par rapport à la version initiale, World Champion, on notera principalement l'ajout des 4 boss jouables ainsi que la possibilité aux 2 joueurs de prendre le même personnage, avec 2 teintes différentes. Pas de mode accéléré pour la PC Engine donc, contrairement à la version Super Famicom, et c'est pas plus mal d'ailleurs pour obtenir un jeu de baston plus posé. Tant qu'on est dans les différences globales, cette version allégée s'est également vue amputée de l'introduction animée, qu'on trouve en arcade et sur les 2 autres versions console, ainsi que d'un bonus stage. Rien de très gênant, vous en conviendrez. D'autant plus que, malgré ses petits manques, cette adaptation est bel et bien un exploit. Oui, je n'ai pas peur de le dire, un exploit.
Pour rappel, même si la PC Engine est une console 8 bits surboostée, ça reste une 8 bits, et sa création remonte tout de même à 1987, soit pas loin de 5 ans avant la sortie de Street Fighter 2 Dash Champion Edition. Et le pire, c'est que c'est sous forme U-Card qu'est sorti le titre, c'est-à-dire une carte de jeu bien plus petite qu'une cartouche de Super ou de Mega Drive. Bon, pour l'occasion, la mémoire de cette dernière a quand même été dopée, puisque le U-Card du jeu pèse 20 mégaoctets, un record pour la PC Engine. Mais alors, avec toutes ces restrictions techniques du hardware, qu'en est-il de la qualité d'adaptation ? Excellemment impressionnante. Avec des sprites légèrement plus petits et la disparition de pas mal de détails dans les décors, animations simplifiées ou bien enlevées, disparition de certains défilements parallaxes du décor, le jeu réussit son pari. Offrir une conversion arcade de Street Fighter 2 digne de ce nom. Et cette adaptation n'a absolument pas à rougir de la concurrence. Jugez plutôt. Le gros hic, c'est concernant le confort de jeu. La manette de la PC Engine ne dispose que de 2 boutons et la console n'a qu'un seul port manette. Comment jouer alors avec un jeu d'arcade 6 boutons, me direz-vous ? La parade fut simple. Même s'il n'y a que 2 boutons d'action, la manette de la PC Engine a également un bouton Select et un bouton Run. 3 boutons serviront donc pour les 3 puissances de coups, faible, moyen et fort, tandis que le bouton Select switchera entre les pieds et les poings. Pour le confort du gameplay, on repassera. Heureusement, des manettes 6 boutons, comme par exemple l'Avenue Pad 6, ont été créées pour l'occasion. Et avec le quintupleur, on peut aussi goûter aux joies des combats de joueurs. Et lorsque les conditions optimales sont réunies, pas de soucis, c'est bien un vrai Street Fighter 2 auquel on joue avec tout l'attirail du porte-étendard des jeux de versus fighting. Les médisants parleront toujours des musiques qui sont de moins bonne qualité, qu'il y a ça et là quelques ralentissements. C'est vrai. Mais comment ne pas tomber sous le charme de cette adaptation qui a réussi à faire des miracles avec les faibles moyens de la machine pour l'époque ? À l'heure actuelle, où la surenchère technologique est de mise, il est important de saluer comme il se doit les efforts d'ingéniosité dont ont fait preuve les développeurs de l'époque, lorsqu'il s'agissait d'offrir un plaisir de jeu identique à celui des salles d'arcade à la maison. Et avec Street Fighter 2 Dash Champion Edition, on a le plus beau des exemples. Si vous n'avez pas l'impression de stimuler votre cerveau au quotidien, voici un petit jeu qui vous y aidera. Flippool, titre développé et édité par Taito sur la toute jeune Game Boy, est un puzzle game au principe assez simple. Un petit personnage en forme de boule gélatineuse placé sur le côté droit de l'écran devra envoyer un cube sur un amas de blocs disposés à gauche. Il peut soit l'envoyer directement, soit le faire en ricochet en l'envoyant sur les aspérités présentes dans l'angle haut gauche, de manière à venir frapper l'amas de blocs par le dessus. Le but de la manœuvre est de faire disparaître un maximum de blocs, de manière à ce que le nombre restant soit inférieur ou égal au seuil fixé pour passer au stage suivant. Chaque bloc est marqué d'un symbole, pour un total de 4 différents. Comme vous vous en doutez, vous ne pourrez faire disparaître que ceux dont le symbole est identique à celui imprimé sur le cube que vous envoyez. La subtilité vient du fait que le cube reviendra à vous avec le symbole du bloc adjacent à celui que vous venez de faire disparaître. Celui de gauche ou celui du bas selon le sens dans lequel est arrivé le cube. Ça semble un peu compliqué expliqué comme ça, mais après quelques secondes de jeu, ça devient assez limpide. A noter que vous pourrez faire disparaître plusieurs blocs identiques si ceux-ci sont alignés horizontalement ou verticalement. Ce type de combo rapportant généralement un nombre de points non négligeable. La grande difficulté sera avant tout de bien anticiper d'un ou plusieurs coups chaque lancer en fonction du symbole que vous récupérerez. Car si vous n'avez pas de bloc sur lequel lancer votre cube, vous perdrez une vie. Symbolisé ici par un cube surmonté d'un S. Disponible à chaque début de stage ou à chaque nouvelle tentative, celui-ci peut faire disparaître n'importe quel bloc. Vous n'en aurez que 2 par crédit, sachant que vous n'avez que 3 crédits avant le game over. Pour corser un petit peu la difficulté, chaque stage est limité en temps. Vous n'aurez que 3 minutes pour boucler le niveau. En cas de succès, le temps restant sera ajouté à votre score, à raison de 10 points par seconde. Le jeu ne propose pas de fin à proprement parler. Les niveaux tourneront en boucle avec un agencement un peu différent, l'apparition d'obstacles, de seuils revus à la baisse, etc. Le seul écran de fin sera celui du game over. Un mode de joueur est disponible.
Dans ce mode, comme dans de nombreux puzzle games, la seule différence se situe au niveau des combos. Si vous faites disparaître 2 blocs ou plus, ceux-ci apparaîtront sur l'écran de votre adversaire. À l'origine développé en arcade puis porté sur les micros de l'époque, à savoir C64, ZX Spectrum, Atari ST, Amiga et Amstrad CPC, sous le nom Plotting, ainsi que sur NES, Flipool est un jeu au challenge intéressant, qui ne vous scotchera pas des heures devant votre console, de par son principe assez redondant, mais saura tout de même très bien vous faire passer le temps lors d'un passage dans une salle d'attente par exemple. S'il y en a parmi vous qui ont fréquenté les salles d'arcade, alors oui, c'est vrai qu'en France, nous n'avons pas été gâtés, mais il y en avait quand même quelques-unes, et puis il est possible que parmi vous, il y en ait aussi qui ont pu aller à l'étranger. De ce fait, il est possible, je dis bien possible, que vous ayez croisé cette borne célèbre entre toutes, j'ai nommé Dragon Slayer. Ce jeu fut décliné sur différents supports, alors attention, entendons-nous bien, des vrais portages de l'œuvre originale. Pas les versions plateforme ou je ne sais quoi qui fut, il faut l'avouer, d'une manière générale, catastrophique. Intéressons-nous au jeu de base, le QTE. Alors, pour le profane, QTE c'est l'acronyme de Quick Time Event. Pour faire plus simple, il faudra réaliser un mouvement ou une suite de mouvements dans une scène pour passer à la suivante et continuer l'aventure. Enfin, ça c'est facile à dire. Car comme nous allons le voir, le jeu se révèle difficile. Et le finir en une seule fois sans y avoir jamais joué est un doux rêve. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant un dessin animé. Certes très pixelisé, mais dessin animé quand même. Et celui-ci fut réalisé par un ancien animateur de chez Disney, Don Bluth, à qui l'on doit notamment Brisby, Fievel, etc. Bref, retournons au jeu. Vous incarnez Dick, qui doit sauver sa bien-aimée Daphné des griffes du méchant dragon, d'où le titre. Pour ce faire, il devra traverser différents tableaux, qui ne suivent pas forcément le même chemin, ce qui fait que l'on ne sait jamais à l'avance sur quoi nous allons tomber, mis à part 2 ou 3 tableaux qui forment une suite logique. Le jeu puise sa difficulté dans le fait que l'on a très peu de temps pour réagir, et souvent on fait le mauvais mouvement ou action, ce qui provoque des catastrophes funestes pour notre héros. Là, c'est la version PC, alors on peut mourir un nombre de fois incalculable, cela n'aura pas de conséquences désastreuses sur votre porte-monnaie. En revanche, en arcade, les crédits n'étant pas illimités, il fallait débourser de belles sommes pour continuer l'aventure. Techniquement, le jeu est sympa, mais comme tous les QTE, cela devient très vite répétitif. Les graphismes nous transportent dans un monde à la Donjons et Dragons, qui n'est pas pour déplaire, bien au contraire. Les musiques sont comme les graphismes, dignes d'un dessin animé, rien à reprocher non plus de ce côté-là. Si on doit trouver des défauts, cela serait donc le gameplay, qui pêche un peu vu sa toute relative interactivité. Néanmoins, le jeu mérite d'être joué, car il est plaisant de pouvoir sortir Dick de toutes ces scènes plus épiques les unes que les autres. À réserver toutefois aux joueurs aux nerfs d'acier. De toute façon, il n'y a pas à hésiter entre les portages entre guillemets comme la version NES et cette version PC, plus fidèle à l'original. Il n'y a pas photo. Le jeu eut d'autres suites et adaptations, mais nous en reparlerons une autre fois, car Dragon Slayer a une grande histoire. Fan des studios Hanna-Barbera ou amateurs de cartoon en général, vous connaissez sans doute la série Wrecky Races, plus connue en France sous le nom Les Fous du Volant. Ce dessin animé mettait en scène des courses de voitures qui n'auraient rien de particulier sans les interventions du duo Satanas et Diabolo, capables des pires bassesses pour obtenir la première place. Mais si nous abordons le cas de Wrecky Races, c'est bien évidemment parce que la série a connu de nombreuses adaptations en jeux vidéo, dont celle-ci sur Amiga. Développé par le studio Enigma Variations, ce jeu vous proposera bien évidemment de participer aux fameuses courses dans la voiture de Satanas et Diabolo. Et comme vous vous en doutez, ce sera loin d'être une promenade de santé.
Les parcours comportent de nombreux embranchements, dont certains mènent à des cul-de-sac. Et vous devrez éviter de nombreux fossés tout en éliminant les obstacles et autres adversaires en vous servant de la pointe dont est affublée la calandre de votre bolide. Comme si cette tâche n'était pas assez ardue, vous devrez surtout passer la ligne d'arrivée à la meilleure position possible. Si durant la première course, vous avez le droit d'arriver dans les 5 premiers, pour la 6e et dernière course, vous devrez impérativement finir premier. Chose assez délicate face aux nombreux pièges et ennemis présents. Mais également à cause d'une maniabilité pas toujours évidente, bien que simplifiée à l'extrême. Une fois une direction enclenchée, la voiture se mettra à rouler automatiquement. La direction haut vous permettant de sauter, quand la direction bas servira surtout à s'aiguiller sur certains tronçons. L'unique bouton de la manette actionnant la pointe à l'avant du véhicule. Pour pouvoir espérer franchir l'arrivée en tête, il sera impératif de connaître le tracé par cœur, d'anticiper les ennemis et d'effectuer de nombreux sauts au pixel près, ce qui ne sera pas une mince affaire. Entre chaque course, vous aurez droit à une seconde phase où vous devrez construire un piège. Pour cela, Satanas ira chercher les différents éléments nécessaires pour les apporter à Diabolo, qui se chargera de mettre tout ça en place. Se déroulant dans un décor en scrolling essentiellement vertical, de nombreux ennemis vous perturberont dans votre tâche qui doit être effectuée dans un laps de temps limité. Une fois le piège assemblé, une petite animation vous montrera comment celui-ci se retournera contre son créateur. Assez fidèle à l'esprit de la série d'origine, Wrecky Races est un jeu qui aurait mérité plus de soin. Bien que reprenant certains bruitages du dessin animé, la partie sonore ne se résume qu'à un thème musical totalement absent des phases de jeu. Sa maniabilité assez pointilleuse, associée à des actions millimétrées, rendent l'expérience de jeu assez frustrante. Bref, loin d'être totalement convaincante, cette adaptation ne sera pas celle que les fans retiendront. D'autant que la série a été adaptée sur de nombreux supports, les versions les plus récentes datant de 2008. Chacun pourra faire son choix. Merci d'avoir regardé Rétrovision. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à rejoindre notre page Facebook. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Rétrovision.